Vous vous souvenez de cette vidéo là des Vox menteurs qui disaient la soi-disant vérité sur la fin de la chaîne Vox Makers en faisant passer Thomas Sirix pour un gros méchant pas beau, pour la pire enflure qui existe, pour Satan incarné. Bon, après en tant que Lilith, je ne vois pas le problème, mais soit. Tout le monde les avait crus, ou en tout cas une grosse majorité de leurs viewers. Après cette vidéo, Thomas s'est ramassé mais un raz-de-marée d'insultes, de harcèlement et autres joyeusetés, parce que tout le monde avait pris pour argent comptant ce qu'ils avaient dit, sans douter de rien. En mode, bon, si c'est mon youtubeur favori qui le dit, bah c'est que c'est vrai. Et puis ils sont plusieurs à en parler, il y a plusieurs témoignages, donc c'est forcément vrai. Eh bien, les choses commencent finalement à changer. Alors tout d'abord grâce à Shaisel, qui met en lumière petit à petit, on va dire, les agissements on ne peut plus malsains des anciens Voxmakers, mais aussi grâce à d'autres personnes qui prennent finalement la défense de Thomas en postant des threads pour expliquer pourquoi la réalité n'a rien à voir avec ce que les Voxmakers ont essayé de nous faire croire. Alors bon, c'est juste dommage, vous me direz que ce ne soit fait que maintenant, mais bon, comme on dit, vieux motard que j'aimais. Deux personnes ont écrit des threads intéressants sur le sujet, donc j'ai pensé que c'était important de les partager. Ils sont un peu longs, donc on va y aller tout de suite. Alors tout d'abord, il y a une petite réaction de Thomas Sirix. Seconde partie du thread d'une personne qui démonte les accusations délirantes de mes anciens associés. C'est vrai qu'avec le recul, on se demande comment ils ont eu assez de culot pour dire autant d'énormités aussi faciles à démonter, mais dans le feu de l'action, c'était passé crème. Donc le fameux thread qu'on va voir tout de suite. De Rosa. Bien le bonjour, la partie 2 de votre émission favorite, comment gâcher des vies pour du pognon mais paraître gentil. Un show qui a un grand succès au pays des hypocrites bonimenteurs nommé YouTube. On commence avec un sujet phare. Thomas Sirix est-il l'evil mastermind ayant découpé en lamelles les saintes voix? Réponse en un mot, non. Vous allez me dire que vous croyez que le mec le moins connu du collectif gommait facilement tout le monde avec des tricks de sorcellerie. Non mais sérieux, les autres partaient, le collectif mourait, vous pensez qu'il avait un pouvoir absolu. Rassurez-vous, c'est normal, on va s'intéresser au pourquoi vous l'avez cru car ouais, on vous a manipulé. Vous allez voir que nos gentils Vox savaient bien ce qu'ils préparaient et que c'était minutieux. À ce moment de la vidéo, nous sommes déjà à 26 minutes. Plusieurs études démontrent que l'attention d'un adulte en bonne santé a une durée moyenne d'entre 20 et 40 minutes. Cela a d'ailleurs donné la technique Pomodoro. Donc, alors qu'est-ce que ça dit ? 1. Choisir une tâche à faire. 2. Régler le minuteur à 25 minutes. 3. Travailler jusqu'à ce que le Pomodoro sonne. 3. 4 ici. Quand le Pomodoro sonne, cocher sur un papier, 5. Prendre une courte pause de 5 minutes. Tous les 4 Pomodori, prendre une pause longue de 20-30 minutes. Essayez ça une fois si vous voulez, et dites-moi si ça marche. Autant vous dire qu'avec votre vigilance diminuée et l'implication émotionnelle, ils vous tamponnent le cerveau avec des phrases choc comme ils veulent. Et c'est pas innocent, les youtubeurs connaissent le taux de rétention et savent en jouer. Oui, moi aussi je connais. C'est pas du tout un mensonge. Alors, les émotions influent fortement sur nos décisions et réactions, d'autant plus que la concentration nous lâche. Mais les Vox sont sympas, ils nous donnent le guide de manipulation de Thomas qu'on va pouvoir étudier. Il faut noter un standard qu'on retrouve dans 3/4 des accusations foireuses. Thomas est un génie, mais il est idiot. Un coup, il faut que le mec soit l'ultime mastermind, mais en fait, non, mort de rire, il se vante comme un idiot. On retrouve ce procédé narratif plus tard dans certaines accusations de certains Vox envers d'autres. Psycho est un idiot, mais est un génie. Shaisel est illettré, mais contrôle le monde. Ah, c'est vrai ça, c'est complètement vrai. Quand ça commence comme ça pue déjà, en effet. Parlons des procédés qu'employait Thomas. Numéro 1, il disait un truc mais changeait d'avis 2 mois plus tard. C'est bon, c'est trop, c'est horrible. T'es un monstre, Thomas. Ici, l'idée est de démontrer, sans preuve comme d'hab, que Thomas est instable. Il est instable, inapte à diriger et de mauvaise foi. Sauf que bon, le mec fait tellement ça qu'il organisait des shows lors de conventions, et vous vous rendez pas compte de la galère. Deuxième procédé, Thomas manipule par les sentiments. Celui-ci serait difficilement prouvable même dans l'hypothèse où ça serait vrai. Cependant, j'adore les exemples utilisés par les Vox.
1. Donc la réparation du PC d'Hermite, ok. 2. Avoir accueilli Tai chez lui quand il avait des problèmes perso, ok. Et 3. Vouloir créer un site pour les vidéos de MJ, ok. Ouais, des réactions de potes normales avec un peu de connaissances en info. Si tu te sens reconnaissant ad vitam pour une réparation de PC ou pour un site web, c'est chaud, hein. J'ai une question qui me taraude pour un Vox. Le chantage au suicide est-il une manipulation émotionnelle? C'est pas MJ? Je parlerai pas d'un autre truc concernant les femmes et un autre Vox, je laisse l'honneur à la personne ayant trouvé ça. La mise en scène misérabiliste de votre vidéo, c'est quoi aussi? Pas un peu de la manip émotionnelle? Bon, ça c'est vraiment ce qu'on voit, c'est standard en fait. Quand les youtubeurs sont en mode « j'ai quelque chose à vous dire » ou « on doit parler », ce genre de choses, c'est toujours très sobre, très simple comme ça, puis ils le font tous. La manipulation émotionnelle est un procédé ayant pour but d'altérer le jugement d'autrui par l'appel aux émotions. Vous faites ça les cocos, vous savez? Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls youtubeurs à le faire. Troisième procédé, McGregor, la théorie XY. T'apprends ça en mana et on t'explique très bien que c'est daté, même s'ils exagèrent, ils décrivent l'idée. Donc Thomas, le mec qui a fait une grande école, utilise une théorie de mana non manipulatrice pour manipuler. Alors, qu'est-ce que ça dit là? La théorie XY a été développée par le psychologue américain Douglas McGregor dans son livre The Human Side of Enterprise, publié en 1960. Cette théorie propose deux types de styles de management différents qui sont appelés théorie X et théorie Y. Selon la théorie X, les employés sont considérés comme intrinsèquement paresseux, manquent d'ambition et ont besoin d'être constamment supervisés et contrôlés pour maintenir leur niveau de productivité. En revanche, la théorie Y considère que les employés sont naturellement motivés, cherchent à se développer et à réaliser leur potentiel et peuvent être autonomes dans leur travail si les conditions sont favorables. J'aime l'insistance qu'ils font sur les mots profit, grande école et commerce dans la vidéo d'ailleurs. Cela donne une image de Monsieur Burns à Cyrix, le grand méchant qui sait tout sur tout. Quatrième procédé, Thomas utilise le groupe pour avoir le pouvoir. Celui-ci est doublement intéressant. Il permet de dire Thomas est machiavélique et il permet aux autres de se dédouaner, c'est pas moi, mais l'autorité. Le pouvoir de l'autorité n'est pas à exclure. CF, expérience de 1000 grammes en 60, mais pour ça, faut que l'autorité soit respectée et en force. Je sens le monarque absolu de droit divin chez Thomas ici. Autre élément. Nous savons que Voxmakers était une SAS au début, mais nous ne savons pas comment étaient les statuts. Bizarrement, ils sont pas dans l'épreuve, et donc ignorons le mode de décision. Manque de bol, j'ai les statuts juridiques de Voxmakers. Mode de décision démocratique du président avec les associés, donc la présence d'Hermite était requise. On peut estimer que celle de taille aussi. Et ils avouent que Cyrix les consultait en plus respectant la loi. T'as pas honte d'être légal, Cyrix? Donc elle met un petit document, forme et modalités des décisions collectives, bon. Et si vous ne croyez pas sur la véracité des statuts, je peux le prouver, mais je veux pas doxer Thomas. En revanche, je peux vous dire qu'il n'a pas une écriture manuscrite très belle des os. Oui, bon, et ben je ne suis pas celui qui a la pire. Bon, super traite, punaise, c'était vaste mais bien écrit. Rosa en roue libre, vas-y Rosa, assomme-les, la suite. Bon, alors il y a quelques tweets cités. Donc celui-ci de Thomas qu'on a lu tout à l'heure, petite lecture du soir avec le plaid et la petite tasse de thé. Je bois ça comme du petit lait, un vrai plaisir, hâte de voir la suite. Princesse Rosa lui a encore frappé. Bon. Alors nous allons voir maintenant le second thread qui, celui-là, est plus porté sur Thomas Cyrix en convention. Parce que dans la vidéo, un des Vox menteurs, ils avaient dit que Thomas ne s'occupait pas d'eux pendant les conventions, qu'il partait se promener et qu'il revenait les mains dans les poches ou ce genre de choses, et voilà, qui ne s'occupait de strictement rien. Bah tiens, puisque j'y suis, je vais à présent parler d'un sujet précis, Thomas Cyrix en convention, histoire aussi de donner un peu de grain à moudre à Princesse Rosalie pour son trade sur les Vox menteurs. Tout d'abord, comment vous décrire un Cyrix en convention ? Je dirais que c'est la fusion entre un Mew Shiny et Missing No. Tu pouvais passer une journée entière devant le stand Voxmaker sans le voir ou l'entreapercevoir. Cela avait d'ailleurs servi à prétexte pour prétendre que Cyrix passait ses journées dehors à fumer et revenait les mains dans les poches, le culot.
Comment pensez-vous que l'organisation d'un tel événement est possible? Sachant que le stand ne servait pas qu'à vendre des goodies, il y avait des jeux, les concerts. À votre avis, comment tout cela se coordonne-t-il? Bah c'est simple, celui qui passait dehors traversait la convention à grandes enjambées pour parler avec les techniciens, les organisateurs, etc. C'était celui qui revenait les mains dans les poches, qui gérait non seulement l'administration, mais aussi tout le relationnel du collectif. Comment la célèbre doubleuse Adeline Chataille a accepté de faire une collaboration avec les Starry Sky? Vous croyez qu'ils sont allés la voir et lui dire avec des yeux en amoureux «On est trop fan de toi, on peut faire une collab?» Non, cela a été négocié en convention par celui qui passait ses journées dehors. Tout ce qu'a pu faire Voxmaker en convention a été possible grâce à une certaine personne qui se ruinait la santé à courir dans tous les sens sans même pouvoir profiter de l'événement. À présent, parlons de Cyrix et avec son équipe. Parfois, il était possible de pouvoir le voir, tantôt une demi-seconde, tantôt plus longtemps, quand il réussissait à se dégager du temps qu'il aurait pu utiliser pour se reposer. À quoi ressemble un Cyrix en convention? Vous voyez, les personnages d'animé quand ils sont crevés, qu'ils sont tout amaigris, tiennent sur un bâton avec leur âme qui sort de la bouche, bah je vous présente Cyrix. C'est loin de l'image de quelqu'un qui vient les mains dans les poches, n'est-ce pas? Et pourtant, quand il parlait aux gens, il était aimable au possible, toujours un mot gentil, et même pour dire « n'avait pas le temps », il le disait si gentiment que quand il s'excusait d'être un peu rude, tu te dis que t'aimerais que les gens soient rudes comme ça tous les jours. Autre détail, et pas des moindres, il se souvenait des pseudos de chaque personne à qui il a parlé. Je répète, il se souvient de chaque pseudo de gens à qui il a parlé. Et quand tu as à peine échangé avec lui et que 6 mois plus tard la personne te voit et te salue avec ton pseudo, ça fait quelque chose. Aussi, quand Cyrix arrivait dans le stand, ce n'était pas la standing ovation, et pour cause, avant cette affaire, personne ne connaissait Cyrix, au mieux vaguement car il y a le pseudo sur le site, mais au pire, personne. Du coup, certains se demandaient même ce qu'il foutait là. Et c'est normal quand on sait que tout le reste de la bande restait toute la journée au stand à parler avec les gens, faisait aussi beaucoup plus de vidéos que lui. Il ne se mettait jamais en avant et laissait volontairement toute la lumière aux autres. Ses rapports avec toute son équipe étaient également corrects, pas de malaise palpable, ni de changement d'ambiance soudain dès qu'il arrivait. Au contraire, ils parlaient, rigolaient entre eux. D'ailleurs, petite anecdote, nous sommes en fin de journée de convention à Paris Manga, le stand était encore plein de gens et la dernière activité avait commencé. Il s'agissait de jouer à Resident Evil en VR. Il faut savoir que le matériel était prêté par PlayStation. Donc le stand était pas loin, sans doute par rumeur charitable ou alors parce que quelqu'un l'a négocié, bref, les membres du groupe se succèdent, puis arrive la dessinatrice, grande peureuse, elle a agité la manette si fortement qu'elle a arraché le câble de manette. Pas détaché, arraché, le câble était rompu. Alors normalement quand tu fais une gaffe pareille et que tu as affaire à un patron tyrannique, tu n'es pas bien. Tu as peur, tu redoutes la réaction du patron et tu paniques. Sauf qu'elle riait. Elle riait aux éclats autant que le public et Cyrix, qui d'ailleurs ne l'a absolument pas mal pris, juste halluciné par la force de la demoiselle. Tout ceci pour vous dire, cher Jean, que si vous aviez vu Cyrix en convention, jamais vous n'auriez pu croire les Vox menteurs. Alors oui, il y a le fait qu'on ne montre pas le même visage. Cependant, il y a des signes qui ne mentent pas. Si Cyrix était si tyrannique, pourquoi son équipe était aussi à l'aise avec lui? S'il y avait un comportement toxique, pourquoi est-ce que la famille de Sacha Braun des Starry Sky venait à chaque convention et pouvait passer au stand? S'il était mégalomane, pourquoi était-il si peu connu? Il faut savoir se poser les bonnes questions et en tirer les conclusions qui s'imposent. Merci pour ce trait, ces souvenirs. Beaucoup ont craché sur tout ce que j'avais construit, mais pendant 6 ans de Voxmaker, nombreux sont ceux qui ont adoré, avec qui j'ai partagé stand, scène, visibilité, etc. Bien plus que beaucoup d'autres, et heureusement le public s'en souvient. Que dire, je garde malgré tout un bon souvenir de ces conventions. On s'y amusait bien et les gens étaient très sympas, on était de parfaits inconnus pour chacun, et pourtant on parlait, on rigolait ensemble, comme deux vieux potes. C'est ça, c'est exactement ça que je voulais que l'on apporte aux gens qui se donnaient la peine de venir nous voir. Et tu peux au moins être tranquille sur ce point, c'était réussi. Voilà. Alors, on va voir s'il y a des petits codes tweets. Ayant été dans les parages à cette époque-là, je vous certifie que ce trade est 100% no fake. Des abonnés se souviennent de la réalité des conventions, bien loin de celles réécrites par les Vox menteurs. Juste merci. Encore une anecdote intéressante. Soutien Thomas Cyrix. Ah, bonjour. J'ai pas le temps de tout suivre, mais je vais essayer de compiler tout ça en vidéo. Si vous avez d'autres trades, n'hésitez pas à me les envoyer. Psychodé. Que la force soit toujours avec Thomas Cyrix. Eh bien, c'est très intéressant, hein, tous ces trades là qui pop un petit peu partout. J'espère qu'il y en aura d'autres, du coup.
Donc vous aussi, hein, si vous avez vu ou entendu des choses sur les Voxmakers, sur Thomas Sirix ou quoi, si vous les avez vus en convention ou autre, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Voilà, s'il y a des choses intéressantes qui ressortent, je pourrais refaire une vidéo je lis vos commentaires pour en faire profiter tout le monde. Eh bien, sur ce, tchou!